Aujourd'hui, donc, on va voir quand même une partie très importante donc, de l'examen final, donc le modèle ISLM, donc la courbe ISLM. Donc, le cours passé, le cours d'aujourd'hui représente une bonne partie quand même donc, de l'examen final. Donc, je vais vous demander d'être très attentif. Je ne vais pas retourner donc, dans les diapositives ce matin, mais je vais juste faire un petit récapitulatif vraiment de ce qui est vraiment important à retenir. OK? Donc, que ce soit dans les questions à choix multiples ou bien que ce soit dans les exercices, vous devez savoir deux choses. Donc, il y a la courbe. Alors, avant que je continue, je ne sais pas si vous avez des questions d'abord sur les diapositives. Là, je pourrais répondre et puis après, je vais présenter ce que je vais vous présenter. OK. Donc, la courbe IS. OK. Donc, on a la courbe IS. Puis bon, je vais mettre la courbe LM ici à côté pour faire une étude comparative. La courbe LM. Les bons marqués. Non, money, c'est le LM, c'est, j'ai oublié de, ben, c'est sur le marché monétaire. Donc le M, c'est money, le L, c'est, Liquidité. pardon? Liquidity. Yeah, c'est ça. Donc la liquidité, monnaie, donc liquidity money. Et la courbe IS, c'est investment saving. Okay. Donc investissement, épargne. Et bon, c'est un modèle keynésien, donc ils ont décidé de le nommer comme ça. Okay. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre vraiment dans cette courbe? Je vais donner ça. Voilà. Alors, la courbe IS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une relation qui est décroissante entre le taux d'intérêt et la production PIB. Donc, relation décroissante entre petit r et grand Y. OK? Alors, comment est-ce qu'on démontre cette relation décroissante? Il faut commencer toujours par le R, par le taux d'intérêt. Ouais. Il faut commencer par le taux d'intérêt en disant la chose suivante. Quand le taux d'intérêt augmente, OK, c'est que ça va. Je vais mettre si. Voilà. Si le taux d'intérêt augmente, alors ce que ça va entraîner, d'après vous, c'est que vous devez, pour arriver à conclure sur le PIB, il faut savoir que Y, ça fait C plus I plus G, bon, plus X moins M. On va regarder X moins M plus, vraiment donc dans l'autre partie, le chapitre suivant. Donc, plus X moins M. Donc, si le taux d'intérêt augmente, pour avoir un impact sur Y, il faut alors passer soit par le C, soit par le I, par l'investissement et tout. Donc, la première conclusion qu'il faut tirer au travers d'un taux d'intérêt élevé, c'est que les investissements vont être plus faibles. Les gens vont moins investir parce que le taux d'intérêt est très élevé, puisqu'il faut l'investissement est opéré au travers donc des prêts. Donc, les prêts vont être coûteux. Du coup, les entrepreneurs vont moins investir. Donc, c'est la première chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose, c'est que quand les taux d'intérêt sont élevés, ben, les ménages sont incités à faire quoi? À épargner. Donc, c'est pour ça que l'investissement, c'est... Donc, l'épargne va augmenter. Donc, la consommation aussi va diminuer. Entre parenthèses, épargne augmente. Je vais tout écrire. Entre parenthèses, épargne augmente. Voilà. Donc, ce sont ces deux effets qui vont entraîner une baisse de Y. C'est très simple, très facile, très évident. Okay? Donc, quand le taux d'intérêt augmente, on va voir que l'investissement va baisser et la consommation aussi va baisser. Pourquoi la consommation baisse? Il faut que vous
vous avez l'intuition que c'est parce que l'épargne va augmenter. Donc, les gens vont épargner beaucoup plus leurs revenus et ils vont consommer moins. Donc, au final, les trois composantes vont baisser, et deux composantes vont baisser. Bon, G ne sera pas touché. Donc, bien entendu, le Y va baisser. Donc, il y a une relation décroissante donc, entre Y et R, donc la production et le taux d'intérêt. Maintenant, donc, cette équation est représentée vraiment comme ça. Ou ici, bon, on peut nommer Y. Ici, c'est le R. Donc, c'est une relation vraiment qui est décroissante. OK. Donc, si on touche R, si on augmente le R, le Y va diminuer. Si on diminue le R, le Y va augmenter. Donc, on circule sur cette courbe. Donc, on bouge le long de la courbe IS. OK. Je vais dire IS. Je vais nommer 1 par exemple. Donc, on va circuler le long de la courbe IS lorsque le taux d'intérêt augmente ou le PIB augmente ou diminue. Donc, on va circuler le long de la courbe IS. Mais, supposez que je décide d'augmenter les dépenses publiques, c'est-à-dire G par exemple. Donc là, il y a deux manières d'influencer la courbe. Souvenez-vous, quand on travaillait donc la courbe de l'emploi, donc le salaire d'équilibre et le nombre d'heures de travail ou bien le nombre de personnes qui sont prêtes à travailler. On avait dit qu'il peut y avoir des chocs exogènes sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que de nouveaux travailleurs peuvent arriver vraiment du Mexique ou bien de nouveaux infirmiers peuvent arriver vraiment de l'étranger pour augmenter le nombre, pour augmenter l'offre de travail, ce qui fait que la courbe se déplace vraiment de manière parallèle vers la droite. Ce n'est plus un déplacement sur le long de la courbe, mais c'est plutôt un déplacement vers la droite parce qu'il y a un effet exogène. Ce n'est plus le taux d'intérêt qui a changé ou le Y qui a changé, mais un effet extérieur. Par exemple, les dépenses publiques peuvent faire déplacer la courbe vraiment de manière parallèle. Ou l'augmentation des taxes peut faire déplacer aussi la courbe de manière parallèle, mais cette fois-ci vers le bas, parce que les taxes vont diminuer. Je vais mettre ça, taxes. Les taxes vont diminuer la consommation des ménages, donc ça va diminuer aussi donc, le PIB pour le même niveau du taux d'intérêt. Donc, il y a l'effet expansionniste. Donc, on dit la politique expansionniste, on a déjà vu ça. Quand on veut relancer l'économie, il faut faire les dépenses publiques. Et donc, cette politique qui va consister à déplacer la courbe IS vers la droite s'appelle politique expansionniste. Il faut noter ça aussi. Politique expansionniste. Et cette politique qui va consister vraiment à diminuer la consommation des ménages, donc en augmentant les taxes, j'en ai parlé la dernière fois, parce que vous voulez, enfin, vous contractez la consommation, le PIB va baisser, donc ça s'appelle politique contractionnaire. OK. Donc là, vraiment, il y a un déplacement vers la gauche ou vers le bas. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir vraiment sur la courbe IS. C'est une relation décroissante entre la production et le taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, le PIB va baisser parce que la consommation va baisser, l'investissement va baisser. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des politiques exogènes ou bien des chocs exogènes sur cette courbe IS. C'est-à-dire qu'on peut décider donc d'augmenter les dépenses publiques et donc la courbe va se déplacer parallèlement vers la droite, ou on peut décider de diminuer les dépenses publiques. Voilà, ça aussi. Si on diminue les dépenses publiques, la courbe va se déplacer vers le bas parce que les dépenses publiques ont baissé. Ou soit on peut décider d'augmenter les taxes. Si on augmente les taxes, la courbe va se déplacer vers le bas. Mais si on diminue les taxes, la courbe va se déplacer vers le haut. Donc, je veux vraiment que vous compreniez cette partie. Une augmentation
des dépenses publiques entraîne un déplacement vers la droite. Donc, c'est une politique expansionniste. Mais une diminution des dépenses publiques, c'est une politique contractionnaire. Okay? De la même manière, une augmentation des taxes, c'est une politique contractionnaire, mais une diminution des taxes, ben, ça avantage les ménages, vous et moi. Ben, si le gouvernement décide de nous diminuer les taxes, bien entendu, nous allons avoir plus de revenus disponibles. Et là, on va consommer beaucoup plus. Donc, c'est une politique qui est expansionniste, le fait de diminuer les taxes. Donc, c'est de manière intuitive qu'il faut le voir. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est pour dire que les taxes ont augmenté et que les dépenses publiques aussi ont augmenté. Donc, si vous prenez l'effet inverse, si vous dites que les dépenses publiques ont baissé, ben, la courbe va se déplacer vers le bas. Si les taxes aussi ont baissé, la courbe en violet va se déplacer vraiment vers la droite. Il faut vraiment le comprendre de cette manière. OK? Donc, on peut vous amener, par exemple, à dire quel serait l'effet d'une diminution des taxes sur la courbe IS. Ne dites pas que ça va être contractionnaire. Non, ça sera expansionniste. Une diminution des dépenses publiques ne sera pas expansionniste, mais ça va être contractionnaire parce qu'on a diminué les dépenses publiques. J'espère que je me fais vraiment bien comprendre. Si quelque chose n'est pas clair pour quelqu'un, c'est le temps vraiment de poser des questions. Il faut que vous compreniez tout ça et que vous soyez à mesure de faire ces courbes-là. Dans le fond, Vas-y. Dans le fond, une politique expansionniste peut être tant pour les dépenses publiques que pour les taxes. Exactement. OK. Parfait. Donc, quand on augmente les dépenses publiques, c'est avantageux pour l'économie, ça va relancer. Quand on diminue les taxes, c'est avantageux pour les ménages aussi, ils vont consommer beaucoup plus, donc le PIB aussi va augmenter. La mise en situation que vous avez dit, c'est lorsqu'on augmente les taxes, qu'est-ce qui arrive à la courbe LM, c'est ça? Là, vous avez dit qu'il n'y a rien qui arrive? Non, si on augmente les taxes, ça ne touche pas la courbe LM. Exact. C'était ça la question théorique que vous me posez, là, à savoir ça. Là, je n'étais pas très bien saisi. Ben, il n'y a même pas 30 secondes, vous avez donné une mise en situation. Okay. Si on pose cette question, je voulais juste m'assurer que c'était ça que vous avez posé comme question. Ah non, c'est pour la courbe IS. OK. Mais bon, ça peut arriver qu'on vous pose ça par rapport à la courbe LM, à vous de dire non, il n'y a pas d'effet. Oui, c'est ça. Donc, une augmentation des taxes, quel sera l'effet sur la courbe LM? Ben, la courbe LM sera changée. D'accord, parfait. C'est ça. OK. Bah, donc, si on a fini avec la courbe IS, je vais présenter la courbe LM. Bon, c'est pas très compliqué non plus, mais bon, ça va être à une petite différence près au niveau vraiment de comment est-ce qu'on on voit la relation croissante qui a lieu. Donc, qu'est-ce que la courbe LM? La courbe LM, c'est une relation croissante. Une relation croissante entre le taux d'intérêt et la production. OK? Pourquoi ça? C'est que cette fois-ci, vous n'allez pas commencer comme c'est vraiment c'est par expérience. OK? Donc, vous savez que pour démontrer pour la courbe IS, vous commencez par le taux d'intérêt et puis vous finissez sur la production. Mais ici, vous allez commencer par la production et pour montrer que le taux d'intérêt va augmenter. Donc, si Y augmente, si la production augmente, qu'est-ce que ça impliquera? Ça impliquera que le revenu donc des ménages, donc des agents de l'économie va augmenter. Alors, si le revenu augmente, ben, on va consommer plus en quelque sorte. Okay. Et si on veut consommer, vous savez qu'on consomme à partir vraiment donc de la monnaie. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais doucement. Hein. On consomme à partir de la monnaie. Et on a déjà vu la monnaie donc dans le chapitre 6. C'est que il y a donc la monnaie, donc il y a les pièces et billets, ce n'est pas nécessairement les pièces et billets. Il y a aussi donc les comptes chèques. C'est essentiellement ces deux agrégats qui sont consommés directement. Donc le compte chèque, donc les débits ou les billets qui constituent M0, donc la masse monétaire.
Donc, la demande, c'est-à-dire que les ménages veulent détenir plus de quantité de monnaie, enfin, dans leur compte chèque ou bien en pièces et billets. C'est-à-dire que la demande pour la monnaie va augmenter. C'est-à-dire qu'il y a plus de ménages qui veulent garder de l'argent sur leur compte chèque pour les dépenses. Parce que le revenu a augmenté, on veut plus de monnaie. C'est comme si vous devenez plus riche. Si vous devenez plus riche, c'est que vous devez avoir beaucoup, ce signe de la richesse devrait se manifester dans votre compte. Donc, vous voulez plus de billets. En tout cas, la demande de monnaie va être élevée aussi. Donc, si Y augmente, donc, ce qui va se passer, c'est que la demande de monnaie, donc c'est par là qu'on passe en fait, la demande de monnaie, parce qu'il faut passer sur le marché de la monnaie. C'est vraiment ça la différence. Alors qu'ici, on passe sur le marché des biens réels, donc sur l'investissement et l'épargne. Donc, IS, Investment Saving, Investment and Saving, donc l'épargne. Donc, l'épargne et consommation, c'est pareil. Alors qu'ici, on va aller sur la liquidité donc, de la monnaie. Donc, si le revenu augmente, c'est qu'on veut plus consommer. Ben, pour consommer, on a besoin de quoi pour consommer? Et donc, on va demander plus de la monnaie. Donc, si la demande de monnaie augmente et que l'offre de monnaie n'a pas changé, parce que la Banque centrale est celle qui fabrique donc la monnaie, en supposant que l'offre de monnaie n'a pas changé et que, ben, bon, je ne vais pas écrire tout ça, parce que la demande augmente et que l'offre reste inchangée, qu'est-ce qui se passe? Le prix va faire quoi? Alors, le prix, qui est le taux d'intérêt, le R va augmenter. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais j'aimerais encore expliquer, mais je ne sais pas comment, sur quel plan expliquer. Donc, si ce n'est pas très clair pour vous, j'aimerais que vous me posiez la question. Donc, si la production augmente, donc le revenu donc, des ménages augmente ou des entreprises, tout ce que vous voulez, et la disposition à consommer va augmenter, mais pour consommer, on a besoin vraiment des ressources financières. Et ces ressources financières, on en veut plus. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir retirer, par exemple, donc, de l'argent sur son compte pour faire des transactions. Et si la Banque centrale n'a pas fait de réajustement, c'est que le taux d'intérêt va augmenter. Parce que supposez que les banques commerciales ont une quantité fixe de billets dans leur compte et que les ménages retirent beaucoup plus donc, des billets, mais ils vont en avoir moins pour prêter aux investisseurs. Donc, ils vont commencer par exiger un taux d'intérêt plus élevé quand les investisseurs vont demander des prêts, parce qu'il y en a moins. C'est essentiellement ça. Donc, essentiellement, le R, ce serait le prix de la base monétaire. Donc, plus la base monétaire est en demande, plus que le prix va augmenter. OK. Effectivement, donc je vais ouvrir juste une petite parenthèse, ne pas trop nous confondre, parce que le lundi prochain, je vais dire que le prix donc, de la monnaie, c'est le taux de change. Mais aujourd'hui, je dis que le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Pourquoi cette différence? Parce que quand vous êtes dans une économie fermée, quand vous êtes à l'interne, il n'y a pas de taux de change parce que nous consommons tous la même monnaie et ce qui détermine le prix, c'est le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux auquel vous voulez donner à quelqu'un pour le prendre demain, okay? Pour le taux auquel vous voulez remettre votre monnaie à quelqu'un pour le récupérer demain, c'est ça le taux d'intérêt. Alors que quand on va s'ouvrir sur le marché international, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas un prêt qu'on fait, mais c'est un échange de monnaie contre une autre monnaie. Et le prix de notre monnaie, ce serait le taux d'échange. Donc, c'est juste cette parenthèse-là que je voulais juste ouvrir. Il faut comprendre que le prix de la monnaie dans le temps, c'est le taux d'intérêt, alors que le prix de la monnaie, donc d'un pays à un autre, c'est le taux d'échange. Okay, on va revenir encore là-dessus. Oui, Hélène? Dans une autre capsule, vous disiez que quand le taux d'intérêt était élevé, il y avait moins de consommation. Donc là, le R, pourquoi si la productivité, le R, c'est comme un peu contraire à ce qu'on a déjà vu, non? C'est pas.
Je vois un peu que tu voulais dire, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas aller très vite. Donc, d'un marché à un autre marché. Donc, premièrement, on était sur le marché vraiment des biens. Et comme c'était les biens, ou bien la production, ou bien l'investissement, donc on suppose que le taux d'intérêt augmente. Donc, l'effet qu'on voit tout de suite, ce serait que les investissements vont baisser et l'épargne va augmenter, que la consommation va baisser. Donc, ça, c'est de manière, donc sur le marché, vraiment des prêts, des banques, des investisseurs, ou bien de la consommation des ménages. OK. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on va les regarder sur le marché de la monnaie. Parce qu'il y a ces deux effets combinés, en fait, qui vont déterminer l'équilibre. Donc, il y a premièrement l'effet sur le marché donc, de l'investissement et donc de l'épargne. Deuxièmement, il y a le marché donc, de la monnaie, c'est-à-dire la quantité de la monnaie qui est disponible dans l'économie qui va jouer aussi son rôle. Si la Banque centrale n'ajuste pas la quantité de la monnaie, ça peut avoir un effet sur l'économie si la production Oui, augmente. tout à ouais. Du coup, on veut regarder ces deux schémas, ensuite les combiner maintenant après. OK. Donc, ce premier schéma qui concerne vraiment euh, l'investissement, l'épargne, et le deuxième qui va concerner le marché vraiment donc de la monnaie, donc la quantité de monnaie quand elle est restée constante, alors que le revenu des agents augmente et les gens veulent retirer plus de billets, ce qui va se passer, c'est comme si il va y avoir une guerre de billets où ils vont se déchirer parce que ça devient rare. Et dans ce sens que le taux d'intérêt va être vraiment aussi élevé. Parce que pour prêter à quelqu'un une bière rare, ben, vous allez exiger un prix plus élevé. OK. Merci. Euh, je suis pas sûr Ouais. d'avoir compris. Je peux essayer de le dire dans mes mots puis me valider? Mhm. Parce que dans le fond, là, la question, c'est essentiellement deux théories que vous me jumelez ensemble, c'est ça? C'est ça. Fait que c'est-à-dire que dans celle-là, étant donné que tout le monde a plus de production, plus de volume, Mhm. à ce moment-là, le nouvel équilibre va augmenter, puis c'est pour ça que le taux d'intérêt va augmenter. Mais C'est dans ça. l'autre théorie, c'est la banque centrale qui va elle-même venir descendre la base monétaire pour faire augmenter le taux d'intérêt. C'est ça? Non. Ici, on ne regarde pas vraiment ce que la Banque centrale fait. On veut juste dire que si la Banque centrale ne fait rien, lorsque la production augmente, quand on devient riche, on veut beaucoup plus consommer. Donc, la demande pour la monnaie va juste augmenter. Oui, donc le taux d'intérêt, c'est ça. Mais je parlais de l'autre théorie à ce moment-là, qui jumellerait la question de pourquoi, si le taux d'intérêt augmente, la consommation va avoir tendance à descendre. Oui, parce que juste, Pa- les gens vont courir pour aller épargner parce que ça va rapporter plus. Oui, OK. Mais justement, ce levier-là peut être utilisé par la Banque centrale en descendant la base monétaire, n'est-ce pas? Oui, justement, là, on n'est pas encore donc dans ce que la Banque centrale va faire. On va regarder ça bientôt, donc dans les politiques donc, de la Banque centrale. OK, OK, pardon. Ça ne concerne pas vraiment la courbe LM. Donc, je vais dessiner d'abord la courbe LM et puis on va reparler vraiment donc, de OK, parfait. la question. Donc, effectivement, on a donc la courbe LM qui est une courbe croissante okay, de, euh, entre le taux d'intérêt et la production. Donc, comme effectivement Samuel a commencé à le mentionner tantôt, ce qui peut se passer, c'est que la Banque centrale peut vouloir hein, et, et peut décider d'augmenter effectivement donc la masse monétaire. Donc, pour effectivement encore faire baisser le taux d'intérêt un tout petit peu. Bon, on va voir ça bientôt quand on va combiner effectivement cette courbe et cette courbe. Vous allez voir que une politique monétaire expansionniste va faire baisser le taux d'intérêt. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux politiques aussi que la Banque centrale peut faire. Elle peut faire des politiques monétaires expansionnistes en augmentant l'offre de monnaie. Donc, une augmentation, ici, je vais dire quoi, M0, donc la masse monétaire augmente. Donc, politique expansionniste. Ou bien, la Banque centrale peut vouloir diminuer la masse monétaire M0. Elle diminue juste la masse monétaire. Donc, c'est encore une politique
qui est contractionné. Parce que quand vous disiez la masse monétaire, vous ne voulez pas que les gens consomment plus. Et ça va vraiment diminuer encore. C'est pas l'avantage économique de venir diminuer la masse monétaire? Il n'y a pas vraiment cet avantage. Il n'y a qu'un avantage de Non, ça cela. fait une méthode de Mais, l'intérêt qui fait descendre le PIB. oui, c'est ça. C'est juste que sur le marché international, parfois, il y a un avantage. Quand on diminue la masse monétaire sur le marché international, ce qui se passe, c'est que votre monnaie va devenir beaucoup plus coûteuse. Donc, peut-être que vous OK, voulez que... pour jouer avec le taux de change, en fond. Pardon? Pour jouer avec le taux de change. Oui, c'est ça. Le taux de change va être beaucoup plus élevé. Donc, la monnaie canadienne va s'apprécier sur le marché. Bon, ce qui va se passer, c'est que on va beaucoup plus consommer les produits extérieurs, mais les gens auront du mal à acheter nos produits parce que nos produits vont coûter plus cher parce que quand ils veulent convertir leur monnaie dans notre monnaie, c'est excessif. Ça aussi, ce n'est pas très avantageux. Donc, la Banque centrale essaie de trouver un équilibre, mais d'un point de vue théorique, on dit que si elle diminuait la masse monétaire, c'est une politique contractionnaire, alors que si elle augmentait la masse monétaire, c'est une politique expansionniste. Mais de manière générale, la masse monétaire augmente toujours quoi, dans l'économie. On ne diminue pas. Parfait. Donc, on a ces deux tableaux donc, que vous devez être en mesure de faire. Je sais que vous pouvez y arriver. Donc, il y a la courbe IS qui est décroissante et la courbe LM qui est croissante. Donc, on va regarder, puisqu'on a vu, il y a cet effet, il y a aussi cet effet, mais les deux s'entremêlent en fait. Alors, on va refaire alors un graphique unique où on va voir, OK, quel serait l'effet combiné de ces deux politiques. Okay. Donc, on a la courbe LM et la courbe IS. Donc, on voit bien, l'équilibre va se tourner finalement, va se trouver quelque part là pour le Y. On va supposer que l'Y étoile. Et ça, c'est le taux d'intérêt d'équilibre. Okay. Alors, comme la Banque centrale peut effectivement jouer sur ce comportement donc, des ménages pour faire baisser, par exemple, le taux d'intérêt, donc elle peut augmenter la masse monétaire. Une fois qu'elle anticipe, oh non, mais arrête ça. Voilà. Une fois que la Banque centrale anticipe, OK, que la production l'année prochaine va être plus élevée et que les ménages vont demander beaucoup plus de monnaie, elle va vouloir équilibrer cela. Donc, elle peut mener une politique monétaire en créant donc de la monnaie. Donc, souvenez-vous, est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui, on a déjà parlé, oui. Ce chapitre, donc, la politique, la théorie quantitative de la monnaie. P fois Y égale M fois V. Vous vous souvenez de ça? Donc, c'est ça. P fois Y égale à M fois V. Donc, la théorie quantitative de la monnaie dit que quand vous voyez donc la production qui va augmenter et que supposez que les prix des biens n'ont pas bougé, il faut que la masse monétaire augmente. Okay. Donc, la masse monétaire et le PIB doivent être contrebalancés. Donc, la Banque centrale joue ce rôle-là. Donc, quand elle anticipe que le PIB l'année prochaine va augmenter, donc dans la courbe LM, comme on a vu tantôt, et que la demande de monnaie va être forte, elle va vouloir compenser cette demande-là. Donc, par une politique monétaire expansionniste. Donc, si on a cette politique monétaire expansionniste, donc, et que IS n'a pas bougé, donc le taux d'équilibre, le taux d'intérêt va être là. Donc, elle va baisser donc de là vers là. Et le PIB va augmenter. Donc, vous voyez. Donc, comme Samuel le disait, la Banque centrale peut jouer sur ça pour que le PIB ne baisse pas parce que quand le taux d'intérêt augmente, ce qui se passe, c'est que les agents consomment moins et ils investissent moins et le PIB diminue. Mais on voit que la Banque centrale peut jouer sur ça en faisant baisser le taux d'intérêt
pour que le PIB aussi augmente, le taux d'intérêt baisse, donc par une politique expansionniste. De la même manière aussi, le gouvernement peut aussi jouer sur la courbe IS, donc par une politique expansionniste. Donc, vous voyez, cette courbe, la courbe LM, c'est la Banque centrale. La courbe IS, c'est le gouvernement, donc par les taxes ou bien les dépenses publiques. Donc, quand les dépenses publiques augmentent ou bien les taxes diminuent, on peut avoir un effet comme ça. Donc, on voit aussi que le taux d'intérêt peut augmenter ici. Et donc, on quitte là. Si la courbe LM n'avait pas bougé, oubliez cette courbe-là. Donc, si c'était juste IS qui avait bougé, vous voyez que le taux d'intérêt va quitter là pour arriver ici. Et bien entendu, Y va augmenter aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un taux d'intérêt plus élevé. Okay? Maintenant, la Banque centrale peut jumeler avec cette politique IS, cette politique expansionniste donc, du gouvernement, avec une politique expansionniste donc, monétaire. Et là, maintenant, l'équilibre va se revenir complètement ici. Donc, on voit bien, le taux d'intérêt peut parfois revenir au niveau initial. Tout va dépendre de quel effet est plus élevé sur l'autre. Si la Banque centrale a beaucoup plus boosté, a beaucoup plus créé de la monnaie, donc vous allez voir que le taux d'intérêt va beaucoup plus baisser. Mais si c'est le gouvernement qui a dépensé beaucoup plus, vous allez voir que le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé. Mais on voit que les effets se compensent. Parce que là, le taux d'intérêt baisse ici, là, ça diminue là, et puis ça se compense pour rester là. Donc, ça fait que le taux d'intérêt n'a pas vraiment changé. Mais on a vu que l'Y a bougé 2 fois. Donc, finalement, l'Y va bouger considérablement. Donc, de là à là. Alors que le taux d'intérêt reste pratiquement à son niveau initial si on mène une politique expansionniste monétaire et une politique expansionniste budgétaire. On va revenir là-dessus dans l'exercice, mais faites attention, parfois dans l'exercice, dans l'examen par exemple, on peut vous demander si on fait donc une politique monétaire expansionniste et une politique budgétaire expansionniste, quel serait l'effet sur le taux d'intérêt? Il y en a qui peuvent être pressés pour dire que le taux d'intérêt sera plus élevé ou le taux d'intérêt sera plus faible, mais on ne sait pas. Ça va dépendre maintenant de l'effet donc de la création monétaire par rapport donc aux dépenses publiques. Si les dépenses publiques l'emportent sur la création monétaire, dans ce cas, le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé. Mais si c'est la création monétaire qui l'emporte sur les dépenses publiques, le taux d'intérêt va être beaucoup plus faible. Donc, comme le schéma le montre, on ne sait pas réellement. Moi, j'ai dessiné, ça se déplace presque de la même manière, mais il y a un qui peut se déplacer grossièrement. Et voilà, donc, je pense qu'on avait déjà vu des choses comme ça par rapport donc, au taux de chômage et au nombre d'heures travaillées aussi. OK, donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui en termes de rappel. Donc, on va retourner aux exercices et vite fait. J'espère que dans 1 heure, on va pouvoir terminer ces exercices-là. Ils sont très, très importants. Si vous arrivez à les faire tous, je pense que vous êtes prêts pour l'examen aussi. Donc, l'inflation, le thème sur l'inflation ou la théorie quantitative de la monnaie, donc cette formule que je viens d'écrire, et le thème passé, le thème d'aujourd'hui, voilà, donc c'est vraiment les éléments importants sur lesquels il faut vraiment miser. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, lisons la première question ici. On nous dit qu'une nouvelle puce électronique amène une vague d'achat d'ordinateurs par les entreprises. Donc, une nouvelle puce électronique amène une vague d'achat d'ordinateurs par les entreprises. Donc, là, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un effet sur le taux d'intérêt, ce n'est pas un effet sur la production, mais quelque chose qui vient directement sur quoi? Les achats d'ordinateurs par les entreprises, c'est quoi? Ça peut être classé dans quoi? Investissement. Voilà, donc dans l'investissement. Donc, ça fait un effet sur l'investissement qui est exogène.
Donc, il y aura un déplacement de la courbe déjà. Mais répondons aux questions une à une. Quelle composante du PIB va être changée par ces dépenses supplémentaires? Donc, c'est l'investissement. Okay, on l'a déjà vu. Est-ce que la courbe IS va être affectée? Oui ou non? Oui. Oui. Mais pourquoi? Est-ce que ça sera contractionnel ou expansionniste? Expansionniste? Oui. Parce qu'il y a davantage de dépenses dans l'économie. Exactement. Donc, elle sera expansionniste parce qu'il y a un effet extérieur sur les investissements et que les investissements augmentent. Donc, vous allez voir qu'il y aura un déplacement vers la droite parce que ça fait un effet positif pour le Y. Okay? Donc, Y égale à C plus I plus G. Donc, quand le I va augmenter comme ça, le Y va se déplacer vers la droite. Okay? Donc, c'est un effet expansionniste. Et est-ce que la courbe LM va être affectée? Est-ce que vous pensez? Oui. Oui. Comment est-ce que ça pourrait être affecté, par exemple? La production augmente, donc la consommation va augmenter aussi. Mais là, ce n'est pas la courbe LM alors. Je pense pas, moi, que ça va bouger. Ouais. Il n'y a pas eu de création monétaire, puis il n'y a pas eu de changement de taxe, rien. Non, même quand il y a de changement de taxe, ça ne changera pas la courbe LM. Ah, ok, je me trompe d'abord. Voilà. Donc, c'est bien que fasse des erreurs, comme ça, je rectifie. Donc, voilà. Pour qu'il y ait changement sur la courbe LM, il faut nécessairement qu'il y ait un effet sur la politique monétaire. Pour qu'il y ait changement sur la courbe IS, il faut qu'il y ait un effet sur la politique budgétaire ou bien un effet sur les dépenses. Bon, les dépenses publiques, c'est la politique budgétaire. Un effet sur les investissements, okay, directement. Okay, donc, l'effet qu'on observe ici, il ne faut pas aller prendre encore pour aller regarder un autre effet. OK, le Y augmente, ça va augmenter encore. Non, il ne faut pas se faire cette boucle. Il faut juste comprendre, premièrement, il y a un choc sur les investissements. Donc, les investissements vont augmenter. Alors, quel sera l'effet que ça va entraîner? Est-ce que ça sera sur la courbe IS, le fait que les investissements augmentent, ou alors est-ce que ce sera l'effet sur la courbe LM? Alors, je vous dis, ce sera l'effet sur la courbe IS, parce que, regardez, on a Y égale à C plus I plus G. Alors, quand ceci prend un choc, ou que ceci prend un choc, ou que ceci prend un choc qui est extérieur, qui ne vient pas du taux d'intérêt, ou qui ne vient pas de la production, mais un choc qui est extérieur. Par exemple, une baisse des taxes. Donc, va augmenter donc, la consommation simplement parce que, par exemple, des subventions pour l'investissement ou voilà, quoi, une nouvelle puce électronique. Donc, les investissements vont augmenter. Ou voilà, des dépenses publiques qui explosent. Donc, ça va amener un choc. Donc, il va y avoir un déplacement carrément. C'est-à-dire que la courbe IS a changé de forme. Donc, il va y avoir un déplacement carrément vers la droite ou vers la gauche. Mais quand on agit sur le marché monétaire, soit en augmentant la quantité de monnaie, soit en diminuant la quantité de monnaie, c'est que la courbe LM aussi va se déplacer. Auquel cas, il n'y aura pas de déplacement. OK? Donc, on continue. Donc, est-ce que la courbe LM va être affectée? Non, parce que ça n'a rien à voir avec le marché de la monnaie. Alors, quel va être l'effet à court terme sur le PIB Y, sur le taux d'intérêt R, sur la consommation C? Donc, pour voir ça, on a vu que on a notre courbe ISLM. ISLM. Donc, c'était ça l'équilibre avant. Après, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet exogène sur les investissements qui font déplacer la courbe IS vers ce niveau. Donc, finalement, et comme LM n'a pas changé, donc le LM va demeurer la même, IS va se déplacer, donc le nouveau équilibre, l'équilibre doit se retrouver ici maintenant. Donc, on était ici. Le Y était là,
le taux d'intérêt était là. Et puis maintenant, le taux d'intérêt va être là. La position va être là. Donc, le taux d'intérêt va augmenter. La position aussi va augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer pour la consommation? Là, je vous laisse répondre. Elle va augmenter aussi? Ouais, elle va augmenter aussi parce que eux-mêmes, ils nous donnent la formule. Donc, ça fait Y moins T. Donc, si Y augmente, les taxes n'ont pas bougé. Donc, la consommation aussi va augmenter. Alors que si on était juste sur la courbe IS, quand le taux d'intérêt augmente, s'il n'y avait pas de déplacement de la courbe IS, si on était resté sur la même courbe IS, lorsque le taux d'intérêt augmente, ben, la consommation baisse. Okay? Mais vu que la courbe IS s'est déplacée, on a vu que l'effet global maintenant est que, puisque Y va augmenter, au lieu que Y diminue sur la courbe IS, quand le taux d'intérêt augmente, le Y diminue normalement sur la courbe IS, mais la courbe IS s'est déplacée. Donc, l'équilibre combiné avec la courbe ILM, la courbe LM, donne en fait un Y plus élevé. Donc, on voit que l'Y a augmenté ici. Donc, ce n'est pas un déplacement le long de la courbe. Hein. Donc, c'est un déplacement comme ça. Donc, l'équilibre se retrouve ici. Donc, ce qui fait que finalement, on a une consommation qui va être plus élevée. On a un taux d'intérêt qui va être plus élevé. On a un PIB qui va être plus élevé aussi. Je vous laisse quelques secondes pour voir si tout est à la place. OK. Alors, si c'est correct, on va passer à l'exercice 2. Donc, vous pouvez refaire donc l'exercice à la maison s'il y a quelque chose qui ne... Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui manque aujourd'hui. Ah, OK, il est là. Parfait, c'est Daniel que je cherchais. Donc, vous pouvez essayer de refaire l'exercice. Vraiment, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sans problème. OK. Donc, c'est important que vous maîtrisez ça. Donc, je pense que ça devrait aller. OK. C'est parfait. Donc, l'exercice 2. On va maintenant donc faire donc, les politiques budgétaires. Donc, on suppose que le gouvernement augmente les impôts tout en gardant les dépenses constantes. Cela va-t-il créer un déficit ou un surplus budgétaire? Bon, ça va créer un surplus. Si on suppose que voilà, il y avait un équilibre précédemment. S'il y avait un équilibre précédemment et qu'on décide d'augmenter les impôts, ben, on aura un surplus. OK? Donc, petit b, dans le cadre du modèle ISLM, comment cela se traduit-il graphiquement? OK? Donc, graphiquement, si on augmente les impôts, ça fait une politique expansionniste ou contractionnelle. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, on a IS. Contractionné. Voilà, donc c'est ça. Contractionnaire. C'est ça, ça va être contractionné. Parce que les impôts ont augmenté. Donc, le niveau d'équilibre va être ça. Donc là, le PIB qui était là, le PIB qui était là, et le taux d'intérêt qui était là. Donc, le taux d'intérêt va baisser pour descendre, et le Y va aussi diminuer. OK. Donc, bon. Qu'est-ce que cela traduit graphiquement? C'est qu'il y aura un déplacement de la courbe ISLM vers, il y aura un déplacement de la courbe IS vers la gauche. OK. Quel est l'effet sur le PIB? Donc, le PIB va baisser. Quel est l'effet sur le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt va baisser aussi. OK. Donc, cette question est résolue. Alors, la question petit c, c'est quoi? Que la Banque du Canada, la BNC, hein, c'est la Banque du Canada, la Banque centrale. La Banque centrale veut mettre en place une politique monétaire pour annuler l'effet sur le PIB dû à la politique fiscale. Quelle doit être cette politique?
expansionniste, contractionnaire, pour contrecarrer cet effet négatif sur le PIB. Qu'est-ce que la Banque centrale? Une Oui. politique expansionnaire. OK. Expansionniste. Donc, une politique expansionniste, en quoi faisant? Qu'est-ce que la Banque centrale peut faire, par exemple? Augmentant la masse monétaire. Voilà, la Banque centrale peut juste augmenter la masse monétaire. Parfait. Donc, on va tracer la courbe LM, la nouvelle courbe LM, comme ça. Je n'ai pas fait en rouge, mais ce qui fait que Y va se retrouver ici, donc ça va augmenter un peu. Bon, si la Banque centrale déplace énormément, bon, le Y peut augmenter encore. Donc, elle va juste augmenter la masse monétaire. OK. Donc, une politique expansionniste. Voilà, donc c'est parfait. Je pense que ça va petit à petit. On va prendre l'exercice 2 si vous n'avez pas de questions. Bon, j'espère que vous avez constaté que avec la politique expansionniste, le taux d'intérêt baisse encore à nouveau. Hein? C'est parfait. Alors ici, ça va faire un peu de calcul, mais c'est juste que c'est des calculs numériques comme des applications. Au lieu de trimballer les formules, on va faire juste des petits calculs pour que vous voyez un peu aussi. OK. Donc là, on vous donne la consommation agrégée. On dit que C, ça fait ça. Ça fait 100 plus 0,8. Y moins T. OK. Donc, Y, normalement, c'est C plus I plus G. Donc, on vous donne la formule de C. Donc, on va remplacer ça tantôt. L'investissement aussi, on vous donne sa formule. Donc, le taux d'intérêt, non. Les dépenses publiques aussi, on vous les donne. Et on donne aussi la valeur des taxes. C'est 100. Donc, on va essayer de voir un peu. Ils veulent nous amener à trouver cette relation croissante et décroissante, donc pour la courbe IS et la courbe LM. Okay. Donc, la question petite a, c'est utiliser l'équation du PIB afin de trouver l'équation de la courbe IS, c'est-à-dire une relation entre le revenu Y et le taux d'intérêt petit r valide sur le marché des biens et services. Donc, on veut vraiment trouver l'équation de la courbe IS à partir de cela. Donc, c'est simple. Il faut juste faire ça. Y, ça fait C. C, ça fait 100 plus 0,8 à partir de Y moins T. T, c'est 100 plus I. I, c'est 100 moins 10 fois R plus G. G aussi, c'est 100. Alors, il faut juste développer tout ça. Donc, ça donne Y égale 100 plus 0,8 fois Y moins 0,8 fois 100. 0,8 fois 100, ça fait combien déjà? 80 plus 100 moins 10 fois R plus 100. Alors, il faut 100 plus 100 plus 100 moins 80, ça fait 220. Ça fait 220 plus 0,8 Y moins 10 R. OK. Bon, si ce n'est pas bien comme ça pour vous, je peux aller sur la feuille blanche. Vous préférez ça? C'est mieux d'aller sur la feuille blanche? Non, c'est correct. Ou bien c'est correct ici? Oui. C'est clair. OK, c'est clair. OK. D'accord. Donc, ça fait qu'on a ça. Bon, là, il y a Y ici aussi. Donc, Y égale à Y. Donc, il faut ramener l'un quand même chez l'autre. Donc, on va ramener 0,8 Y ici. Ça va faire 0,2 Y égale 220 moins 10 R. Et là, il faut finaliser l'expression en divisant par 0,2. Donc, 0 Y égale je multiplie par 5. Si je ne me trompe pas, divisé par 0,2 revient à multiplier par 5. Donc, on va donner ça. Bon, regardons le corriger.
Voilà. Ça fait 1100 moins 50 R. OK. Si c'est bon pour tout le monde, on va passer donc à la question qui suit. Donc, vous voyez que c'est une relation décroissante. Quand le taux d'intérêt augmente, donc, parce que la pente est négative, il y a un moins. Donc, quand le Y augmente, ceci va diminuer, donc tout Y va diminuer. Donc, c'est ça la courbe IS, c'est une relation qui est décroissante. Excusez-moi. Oui. Le Y-100, le moins 100, on le prend où? C'est le T. C'est le T, OK. Parce que ici, ils disent que c'est T, donc T est 100, donc... OK, c'est parfait. D'accord, passons donc au suivant. Donc là, on nous dit maintenant, la demande pour la monnaie en termes réels est MD sur P égale à Y, comme ça. Où les taux sont exprimés en pourcentage. Bon, l'inflation espérée, pi E est 0. Bon, je sais pas pourquoi, si c'est ça, pourquoi l'écrire encore? Pourquoi ne pas juste écrire Y moins 50 R? Donc, l'offre de monnaie M1 est donnée par 2000 et le niveau des prix est P égale 2 $. Exprimer l'équation de la courbe LM, c'est-à-dire une relation entre Y et le taux d'intérêt qui équilibre le marché monétaire. Vérifiez bien que cela induit une relation positive entre le revenu et le taux d'intérêt. Donc ici aussi, on va faire le même cheminement, le même calcul. On va remplacer pi par 0. On va remplacer P par 2 $. On va remplacer le M par 2000 parce que l'offre est égale à la demande. Donc, on va mettre 2000 $ divisé par 2 $ égale Y moins 50 fois R. Donc, Y, ça va faire 1000 plus 50 fois R. C'est bon? OK. Alors, si c'est bon, on va utiliser les deux équations. La première équation, c'était Y égale à 1100 moins 50 R. Et la deuxième, c'est ça. Donc, ça, c'est la courbe IS, ça, c'est la courbe LM. Donc, on va égaliser les deux pour trouver le taux d'intérêt réel et la production réelle. Donc, faisons l'égalité entre les deux. 1100 moins 50 R égale 1000 plus 50 R. Donc, ça va faire 100 R égale 100. Est-ce que vous voyez ça? Je ramener les 1000 ici, je ramener les 50 R là. Donc, ça fait 1100 moins 1000 égale 50 R plus 50 R. Donc, 100 égale 100 R. Donc, R égale à 1. 1%. Donc, une fois qu'on a R, on peut avoir Y. 1050. Parce que là, une fois que vous avez R égale à 1, vous remplacez dans n'importe laquelle des deux équations. Donc, R égale à 1, ça fait 1000 plus 50, ou bien 1100 moins 50. Donc, vous allez trouver votre Y. Ça fait 1050. Je sais que je ne me suis pas trompé de calcul, donc on peut vérifier. Voilà, donc ça fait 1050 et 1%.
OK, c'est bon. Si c'est bon, on va... Ça, dans l'examen, est-ce qu'il va y avoir des exemples de méthodes à faire comme ça? Ouais, c'est possible. C'est possible, OK. Possible. Ouais. Mais ce qui est sûr, vous aurez ça à faire. Donc, il y a une politique monétaire expansionniste ou bien contractionnaire, politique budgétaire expansionniste contractionnaire, donc suivant les taux, les taxes ou les dépenses publiques. Où est-ce que j'en suis? OK. Là. Donc, on doit aller à la question petit d. Je vais effacer ça. Hein. Donc, on garde les résultats. C'est 1050 et 1% en taux d'intérêt. Alors, maintenant, c'est qu'on veut faire les politiques. Parce que ça, c'est vraiment donc une application numérique quoi, donc, de tout ce qu'on a fait précédemment. On veut mettre les chiffres dessus pour vous montrer, OK, voici comment ça se fait. Donc là, on suppose que le gouvernement augmente ses dépenses donc de 100 $, bon, 100 milliards à 200 milliards. OK. Donc de 100 à 200, tout en laissant les impôts fixes. Que se passe-t-il sur le graphique qui combine les courbes IS et LM qualitativement, c'est-à-dire sans faire de calcul? Donc, si les dépenses publiques augmentent de 100 à 200, qu'est-ce qui va se passer? IS se déplace vers la droite. Et la courbe IS va se déplacer vers la droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer? Est-ce que le revenu va augmenter ou diminuer? Pourquoi? Est-ce que le taux d'intérêt va augmenter ou diminuer? Pourquoi? Donc, voyons voir. Ou bien, si quelqu'un a la réponse, il peut le dire, puis on va vérifier si ça va se passer exact. Donc, IS qui se déplace vers la droite. Donc, on avait donc le Y qui était là. Tout l'intérêt était là. Donc, quand IS se déplace vers la droite, tout l'intérêt va augmenter et le PIB aussi va augmenter. OK. Donc, sans faire de calcul, on peut anticiper cela. Si on augmente les dépenses publiques, voici ce qui va se passer. La courbe IS va se déplacer vers la droite parce que c'est une politique budgétaire expansionniste. Et donc, le revenu va augmenter et le taux d'intérêt va augmenter aussi. Parfait. Alors, utilisez les équations représentant les courbes IS en tenant compte que T2 égale à 100 et G2 égale à 200 et LM pour calculer les nouvelles valeurs pour le PIB et le nouveau taux d'intérêt également. Donc, vous voyez, donc ce qui se passe, c'est que la courbe LM n'a pas changé. Donc, Y serait toujours égal 1000 plus 50R. Maintenant, la courbe IS va changer. Donc, ils veulent qu'on retrouve cette courbe IS parce que les taxes ont changé et tout. Donc, on va retrouver la courbe IS. Donc, C égale à I plus G et C plus I plus G. Donc, C, normalement, c'était quoi? 0,8. Non, ça fait 200 plus 0,8, c'est ça? Est-ce que je ne me rappelle pas? Qui peut m'aider? 100 plus 0,8. Okay. Fois Y moins. Moins 100. Moins 100. OK. Moins 100. Plus. Plus 100. OK. Plus 100. Moins 10R. Moins 10R. Plus 200. Voilà. C'est la seule chose qui change. Donc plus 200. Donc, on refait le même calcul sans trop se stresser. Donc, on aura 100 plus 100 plus 200, ça fait 400. Moins 80. Donc, ça va faire 320 au lieu de 220. Et puis, plus 0,8 fois Y moins 10 R. Donc, on va ramener les 0,8 ici. Ça fait 0,2 Y égal à tout ça. Et puis, on va diviser par 0,2.
Donc, finalement, on aura Y. Donc, ceci fois 5. 15, 1600. C'est ça? 1600 moins 50 R. Okay. Donc, on a la nouvelle courbe IS. Ce n'est rien d'autre que des calculs. Donc, je sais que vous pouvez faire ce genre de calcul. Okay. Ramener le Y et puis retrouver Y égale. Voilà. Donc, on va égaliser ça à ça pour trouver le nouveau taux d'intérêt et la nouvelle production. Donc, je le fais ici. 1600 moins 50 R égale 1000 plus 50 R. Alors, ce que je vais faire, je vais ramener les 1000 ici et les 50 là. Donc, j'aurai 1600 moins 1000 égale 50 R plus 50 R. Alors, ça me donne 600 égale 100 fois R. Donc, le R serait 6%. Donc, on avait dit tantôt que le taux d'intérêt devra augmenter. Avant, le taux d'intérêt, c'était 1%. Donc, avec cette politique budgétaire expansionniste, le taux d'intérêt va augmenter. Alors, quel sera le Y? Donc, 50 fois 6, ça fait 300, plus 1000, ça fait 1300. Et le nouveau Y, donc c'est le R2, et Y2 égale 1300 $. Donc, ça a augmenté. Donc, de 1050 $, Y1, c'est 1050 $, R1 égale 1%. Là, on a R2 égale 6% et Y2 1300 $. OK. Si c'est une erreur, c'est pas égal. La question qui suit, c'est de calculer le ratio delta Y sur delta G. C'est-à-dire Y2 moins Y1 divisé par G2 moins G1. C'est divisé et non égal. OK. Donc, on va calculer le multiplicateur budgétaire, vous le connaissez bien, afin de quantifier vraiment l'effet donc, de la politique fiscale sur le PIB. Donc, ce qu'on a vu vraiment dans le thème précédent, on veut l'évaluer ici. En voyant comment est-ce que le multiplicateur budgétaire a augmenté. Enfin, se présente. Le fait d'augmenter les dépenses publiques, quel effet ça a eu sur le PIB. Donc, il faut juste diviser. Je vais effacer tout ça. Donc, il faut juste diviser Y2 moins Y1 par G2 moins G1. Donc, c'est ça, delta Y divisé par delta G. C'est qu'on calculait avant, le mu. Donc, ça fait 1600 moins, écoute, j'exagère maintenant. C'est juste que, avec mon esprit, 600 moins 1050 divisé par 200 moins 100. OK. Donc, Monsieur, c'est 1300, pas 1600. ah, ok, merci. C'est 1300. Donc, ça fait 250 divisé par 100, 2,5. Donc, si vous augmentez les dépenses publiques de 1 $, le PIB va augmenter de 2,5 $. C'est excellent. OK. Alors, si tout le monde est d'accord, on va bouger à la question suivante. Supposez que, la question G, supposez que la Constitution oblige le gouvernement à garder un budget équilibré. C'est-à-dire que
les dépenses publiques sont de $200 et donc les impôts aussi doivent augmenter de $200 pour faire plaisir à Samuel. Et pour cette politique monétaire, on veut vraiment qu'on réponde vraiment aux questions D et F. Okay. Donc c'est une troisième étape. On veut augmenter les taxes en même temps que les dépenses publiques et on va voir comment est-ce que ça va bouger. Donc, allons-y encore. Donc, une fois de plus, la courbe LM reste toujours ce qu'elle est, elle ne bouge pas. Donc, son équation, on l'a déjà connue, c'est Y égale 1000 plus 150 R. Donc, c'est la courbe IS qui va toujours bouger. Donc, on y va ensemble. Y, ça fait 100 plus 0,8, ça va te dire Y moins. Ouais. Je vous attends. 200. Voilà. 200 plus 100. Plus 100. OK. Moins 10R. Plus 200. OK. C'est parfait. Donc là, ce qui change, c'est juste que on change G 200, on change T aussi 200. Donc, on refait le même calcul. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Donc, on va avoir 100 plus 100 plus 200. Donc, ça fait 400. 400 moins, cette fois-ci, ça ne sera pas moins 80, mais moins 160. Ça va donner 240. C'est correct, hein, je pense. Plus 0,8 Y moins 10R. Alors, comme d'habitude, on va ramener les 0,8 ici et puis on va diviser par 0,2. Donc, finalement, on va Y égale, ceci fois 5. 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 5 fois 2, 10. Ça fait 1200. Ouais. OK? Si tout le monde est d'accord. Alors, donc, on a une nouvelle courbe IS. On a la courbe ILM habituelle. Donc, on va poser l'égalité entre les deux. Alors, donc, ce qui va se passer, on ramène les 1000 ici, 50 là. Donc, on aura 1200 moins 1000. Donc, ça fait 200 égale 100 R. Donc, le nouveau R, bon, le R3, hein, ça fait 2%. Et le Y3 va être égal à 50 fois 2, ça fait 100. Je me réveille. Ça va faire 1100. Voilà. OK. Alors, bien évidemment, il y a une question que tout le monde anticipe. Quel sera l'effet multiplicateur budgétaire? Et comparer maintenant l'effet d'imposer vraiment un équilibre budgétaire comparativement au fait de ne pas imposer un équilibre budgétaire. Donc, tout le monde peut anticiper ces questions. OK, donc essayons de calculer le multiplicateur budgétaire pour voir si ça va donner 2,5 aussi. Donc, mu, ça fait 1100 moins. C'était quoi? C'était 1000? Le Y1. 1050. 1050, voilà. Divisé par 200 moins 100. Donc, ça fait 50 divisé par 100, donc ça fait 0. Ouais, ça fait 0,5. Wow, OK. Ce n'est plus 2,5, mais c'est 0,5. Donc, si vous augmentez les dépenses publiques de $1, ben, le PIB va augmenter donc de 0,5 $. Simplement parce que vous avez augmenté les dépenses publiques, mais vous avez aussi récupéré par les taxes. Donc, les taxes ont repris la moitié vraiment de ce que vous avez augmenté. Donc, c'est ça. Alors, la question qu'on anticipe tout le monde, c'est de comparer. Donc, en comparant les deux valeurs que vous avez trouvées pour delta Y sur delta G, laquelle des deux politiques fiscales est plus puissante? Donc, c'est la politique fiscale
qui n'impose pas un équilibre budgétaire. OK? C'est ça. La seule différence dans cet exercice, c'est qu'on vous a conduit vraiment par des calculs numériques à découvrir un peu l'effet de ces déplacements des cours en les calculant à la main. OK? C'est important, OK, de le savoir. Oui. Là, vous comprenez encore mieux les choses, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le fait que je ramène les choses, je divise et tout, mais bon, c'est pas vraiment de gros calculs. Faites un effort pour pouvoir l'asseoir en vous. Ça va vous donner d'être... Oui. OK. Même si on ne vous demande pas à l'examen, c'est quand même rassurant que vous ayez déjà tout dans votre poche avant d'aller composer. Donc, vous êtes déjà tranquille dans votre peau, vous êtes en paix. OK? Mais c'est bon de savoir le faire. Parfait. Alors, l'exercice 3, non, c'est l'exercice 4, le dernier, que je trouve aussi très intéressant. Vraiment, donc, on va comparer. OK? Ce qu'on a fait la dernière fois, en faisant quoi? En fixant les investissements. Vous voyez? À chaque fois qu'on faisait, donc, on veut trouver le multiplicateur budgétaire. La dernière fois, on fixait l'investissement et on fixait aussi les taxes. Mais bon, on avait fait des exercices où on essaie de libérer un peu les taxes pour voir quel effet ça aura. Mais dans le modèle ISLM, si vous voyez bien, l'investissement n'est pas fixe parce que le taux d'intérêt, excusez-moi, la courbe IS, quand vous voyez bien la courbe IS, la manière dont je vous ai montré que la courbe IS est une courbe décroissante, c'est que je suis passé par l'investissement. En disant quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement va baisser. Et dans les calculs qu'on a fait tantôt, vous avez vu, le moins 10R, donc le 100 moins 10R, c'est l'investissement. Donc quand le R augmente, ceci diminue. Et donc c'est ça en fait qui n'est pas, on n'a pas supposé que c'est constant ici. Donc l'investissement va baisser quand le taux d'intérêt augmente, alors que dans le modèle précédent, donc du multiplicateur budgétaire qu'on faisait vraiment, on supposait que l'investissement est constant, ça ne bouge pas. Donc, on va voir dans cet exercice quelle est la nuance qu'on peut faire. Okay. Alors, on suppose ici qu'on pose les taxes et l'investissement inchangés, d'une part, ok, et la propension à consommer à 80% d'une part, en fait, d'autre part. Maintenant, répondez aux questions suivantes. Que mesure le multiplicateur budgétaire? Donc, on connaît tous le multiplicateur budgétaire. Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure vraiment la richesse créée en augmentant donc les dépenses publiques de $1. Ou bien, le multiplicateur budgétaire mesure la variation du PIB suite à une variation de 1% ou bien de $1, donc des dépenses publiques. Okay. Donc, vous savez ce que ça mesure vraiment, le multiplicateur budgétaire. Et on nous demande de le calculer. Donc, le multiplicateur budgétaire ici, dans ce contexte, avec un investissement fixe, des taxes fixes, on sait tout ce que c'est 1 sur 1 moins C. Si vous voulez, je peux encore démontrer ça, mais on a déjà fait que Y égale à C plus I plus G, C égale à petit c, partir de Y moins T, plus I plus G, donc delta Y avec petit c, delta Y, okay, plus delta I c'est 0, delta T c'est 0, plus delta G. Okay. Puis vous ramenez delta C, delta Y là, donc vous aurez moins 1 moins petit c, delta Y égale à delta G. Et puis vous tirez delta Y divisé par delta G égale à 1 sur 1 moins C. Là, je suis allé vraiment rapide parce que lundi passé, j'ai pris mon temps pour vraiment faire ça, quoi. C'est parce que on est dans un contexte où on fixe vraiment, on n'est pas dans le modèle ISLM, ok? On n'est pas dans le modèle ISLM. On est vraiment dans le cadre, donc on trouvait le multiplicateur budgétaire en considérant l'investissement constant et taxes constant et tout. Donc, on trouvait toujours 1 sur 1 moins, 1 sur 1 moins C. Et ici, si le C, c'est 0,8, donc comme dans l'exercice 3, on prend un C qui est 0,8, donc ça va faire 1 sur moins 0,8, ça va faire quoi?
Est-ce que c'est vrai? Ça fait 2. 1 sur 0,2. Non. Peut-être que il faut multiplier par 5. 1 sur 0,2, ça donne quoi? Je multiplie par 10, ça fait 5. Pas 2. Donc, le multiplicateur budgétaire donne 5. Donc, dans le modèle keynésien, le multiplicateur budgétaire devrait donner 5. En supposant que l'investissement n'a pas changé. Mais dans le modèle ISLM, le multiplicateur budgétaire est de combien? 2,5, c'est ça, non? Dans les chiffres précédents, on avait vu que c'était 2,5. Si on a supposé aussi que les taxes sont fixes, quoi. On augmente juste les dépenses publiques, on n'a pas touché les taxes, le multiplicateur budgétaire est de 2,5, alors qu'ici, on voit que c'est de 5. Donc, est-ce que, je ne sais pas si les idées qui se suggèrent dans les pensées des uns et des autres, parce que c'est ça la question effectivement qu'on pose. Pourquoi votre résultat diffère-t-il de celui obtenu en 3 petits f? Expliquez. Pourquoi c'est différent? Quelqu'un veut se lancer. Et ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, si vous vous trompez, en fait, c'est normal, quoi, parce que c'est ça qui est cool. Si vous trouvez, ben, cela, je vais m'étonner. Donc, ne vous inquiétez pas que vous pouvez faire des erreurs. De toute façon, l'erreur est le fondement vraiment donc, de la réussite, du succès. Ok, donc lancez-vous et puis essayez de voir si vous pouvez faire quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que là, on trouve 5, et puis de l'autre côté, on en trouve 2,5. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a changé? Bon, réfléchissons ensemble. Ok. Ça donne 5, ça donne 2,5. Est-ce que c'est la moitié ou bien c'est quoi dans le fond? Est-ce que vous êtes là? Ok, je vais essayer je vais nous aider un peu. Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez bien, c'est normal, mais c'est pas aussi facile que ça. Donc, on va retourner donc dans la question 3. F, le 2,5, voilà, c'est ça. Donc, dans ce contexte, le 2,5 qu'on a trouvé, on n'avait pas fixé l'investissement constant. L'investissement n'était pas constant. Donc, il y avait aussi une baisse. Comment je vais l'expliquer? Je vais l'expliquer comme ça. Donc, vous prenez C égale à I, non, Y égale à C plus, non, C plus I plus G. Alors, de manière la manière traditionnelle que je vous ai appris la dernière fois, ou bien qu'on a déjà appris à trouver le multiplicateur budgétaire, ou bien à expliquer l'effet du multiplicateur budgétaire. Souvenez-vous, l'exercice numéro 1. On avait dit que si les dépenses publiques augmentaient, c'est que la consommation des ménages aussi va augmenter, et donc le PIB va augmenter. Okay. Mais le I ici était resté inchangé. Mais sauf que, dans le modèle ISLM, quand vous faites une politique budgétaire expansionniste, la courbe IS va se déplacer vers la droite. Quand la courbe IS se déplace vers la droite, qu'est-ce qui se passe?
le taux d'intérêt augmente. Et quand le taux d'intérêt augmente, c'est que ce monsieur ne peut plus rester constant. Donc, l'investissement va baisser. Et quand l'investissement baisse, c'est comme si ce PIB-là, quoi qu'il a augmenté au travers de G, de C, mais le I va baisser un peu pour diminuer vraiment l'effet global. Donc, dans le modèle keynésien qu'on avait vu le lundi passé, où on avait supposé que l'investissement est constant, on voit que le multiplicateur budgétaire devrait être 5, c'est-à-dire que pour $1 investi en dépenses publiques, on devrait avoir une augmentation du PIB de $5. Alors que quand on considère le modèle ISLM, on voit que si on met $1, on devrait juste avoir $2,5 pour le PIB parce que l'investissement va baisser, l'investissement va diminuer cette augmentation, l'investissement n'est pas constant. Alors, c'est cette courbe en fait qui suit, qui vous explique un peu clairement la chose. Donc, je pense que c'est la dernière question même. Illustrer le modèle ISLM par ces résultats. Voilà, donc c'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est le LM, c'est le IS original. Alors, ce qui se passe, c'est que quand la courbe IS se déplace vers là, c'est qu'on va quitter du point A vers le point C. Normalement, c'est ça. Ce qui fait que le Y quitte ici pour venir là. C'est ça l'effet net, donc de 2,5. OK? Dans le modèle ISLM. Mais, c'est que le modèle précédent nous dit qu'en fait, il ne considère pas que le taux d'intérêt va bouger. Ce qu'on a vu la semaine passée, l'investissement ne va pas changer. Autrement dit, le taux d'intérêt ne devrait pas changer. Donc, il voulait rester toujours sur le même taux d'intérêt. Il ne considère pas vraiment la courbe LM. On ne considère pas vraiment ce qui se passe sur le marché vraiment monétaire. Donc, on considère juste la courbe IS. Donc, OK, IS se déplace pour venir là. OK, donc le taux d'intérêt reste toujours là. Donc, OK, donc le PIB va quitter d'ici vers là. Donc, c'est comme, on ignore vraiment l'effet d'une augmentation vraiment du taux d'intérêt qui va diminuer aussi le PIB un peu, OK, par rapport donc à ce qu'on avait vu et ce qu'on appelle effet d'éviction, c'est-à-dire l'effet dû à une baisse de l'investissement par rapport à cause du taux d'intérêt qui a augmenté. Okay, donc, quand vous faites une politique monétaire expansionniste, quand vous faites une politique budgétaire expansionniste, dans le modèle ISLM, il va avoir un effet sur l'investissement, c'est-à-dire que l'investissement va baisser un peu parce que le taux d'intérêt va augmenter. Et donc, l'effet total sur le PIB, quoique on va avoir un PIB qui va augmenter, l'effet total sur le PIB ne sera pas comme si on supposait que l'investissement n'a pas changé. OK? Donc, c'est vraiment ça qu'il y a vraiment comme différence ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi sur ce point-là. Non, c'est clair. C'est beaucoup d'études, là. C'est beaucoup de révisions, mais c'est clair. Mm-hmm. Donc, effectivement. Comprendre l'intuition, dans le fond, puis tous les différents paramètres qui changent par rapport à un choc. Ouais. L'impact qu'il va y avoir après. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment que vous refaisiez les exercices sans regarder les corrigés. C'est-à-dire que vous faites tous les exercices et puis après, vous comparez vos réponses avec le corrigé. Et puis, une fois que vous le faites seul, je pense que ça va rester. Okay. Vous écrivez les réponses vous-même et puis vous essayez vraiment donc de le faire à part entière et puis vous comparez. Ça va vous rendre stable. OK. Donc, et puis bon, à l'approche de l'examen, vous pouvez juste relire le corrigé pour vous rafraîchir la mémoire. Bon, pas obligé de tout refaire, tous les exercices, mais de relire, mais parce que vous avez déjà fait ces exercices-là chaque semaine. Donc, après, vous pouvez relire pour vous rafraîchir la mémoire. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter bonne révision. Et puis, la semaine prochaine, ça sera vraiment sur le taux d'échange.
Ça ne sera pas trop compliqué, ça sera beaucoup plus, vraiment, il n'y aura pas vraiment trop de calcul, quoi. Ça va être beaucoup plus, donc de raisonnement qu'on va faire. OK? Parfait, ben merci beaucoup. Merci à vous aussi et du courage. Bonne révision à vous aussi. Merci, bonne semaine. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.